Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous fascine tous, les feux d'artifice. Mais on va regarder derrière le rideau, pas le spectacle dans le ciel, on va vraiment se concentrer sur ce qui se passe au sol. On a mis la main sur les documents officiels qui encadrent tout ça au Canada. La question, c'est qu'est-ce que ça prend pour vrai pour que tout soit sécuritaire? C'est une excellente question parce que les sources qu'on a, c'est pas de la poésie. On parle du manuel de l'artificier et du règlement de 2013 sur les explosifs. C'est du technique, c'est dense. Notre but aujourd'hui, c'est de traduire un peu ce jargon-là pour comprendre la science derrière la sécurité. Bien ça. On va décortiquer les étapes clés, le choix du site, les fameuses distances de sécurité, puis comment ça se complique quand on lance ça depuis, mettons, une barge sur l'eau. Et on finira avec la paperasse pour avoir le hockey final. Alors commençons par le début, le terrain. Le premier concept que le manuel amène, c'est l'idée d'un site sécuritaire et adéquat. Spontanément, moi je vois un grand champ vide, mais j'imagine que c'est pas si simple que ça. Ben non, tu mets le doigt sur le bobo. Le mot adéquat, ici, c'est très, très précis. Ça réfère surtout au respect de distance minimale. L'idée, c'est de créer une bulle de sécurité autour de la zone de tir pour protéger le public, oui, mais aussi les autos, les bâtiments, tout en fait. Le plus gros risque, c'est la retombée des débris. OK, allons-y dans ces distances-là. Le manuel fait une différence entre deux grands types de pièces, ce qui est logique. D'abord, il y a les effets de projection. C'est ça. Ça, c'est les vedettes du show. Les bombes aériennes, là, tu sais, celles qui montent très haut et qui explosent en grosses fleurs de couleur, c'est vraiment elles qui dictent les plus grandes distances de sécurité. Et de l'autre côté, on a les effets d'émission. Ça, c'est plus le spectacle au sol, non? Les fontaines, les jobs qui crépitent. Pour celles-là, j'imagine que c'est moins sévère. Beaucoup moins, oui. Mais concentrons-nous sur les bombes aériennes parce que c'est elles qui déterminent le périmètre. Le tableau 3.1 dans le manuel est super clair là-dessus. Pour des bombes jusqu'à 76 mm, on parle d'une distance de 70 mètres entre le tir et le premier spectateur. 70 mètres? C'est quasiment un terrain de football. C'est pas rien comme distance. Exactement, et ça monte vite. Si tu passes à des bombes de 155 mm, la distance grimpe à 125 mètres. Et pour les très gros calibres qu'on voit dans les grands festivals, là, on est à 250 mètres, un quart de kilomètre. Ça veut dire qu'en ville, trouver un site, c'est un vrai casse-tête. Faut bloquer des rues, tout ça. Et ça, j'imagine, c'est dans un monde parfait où il n'y a pas de vent. On sait bien que la météo, ça change tout. Comment est-ce qu'on gère ça? Ah, c'est un point absolument crucial. L'artificier n'a pas le droit d'ignorer le vent. Il est obligé de s'adapter. Les tableaux 3.2 et 3.3 sont juste sur ça. Imagine, il est 8 heures du soir, le show est à 10 heures, le vent se lève, l'artificier surveillant doit prendre une décision, sur le champ. Et ces options, c'est quoi? Juste annuler? C'est l'option de dernier recours. Mais avant ça, il y a des ajustements. Mettons un vent moyen, genre 35 km/h. C'est pas une tempête. L'artificier a deux choix. Le premier, c'est de compenser. Il peut incliner les mortiers de 10 à 15 degrés face au vent. Ah, c'est de la balistique carrément. Exact, c'est un calcul d'angle. La deuxième option, c'est de réduire la taille des bombes. Peut-être que son plan, c'était d'utiliser des pièces de 155 mm, mais avec ce vent-là, le manuel l'oblige à se limiter à du 127 mm, par exemple. Il sacrifie un peu d'ampleur pour la sécurité, c'est non négociable. Et ce périmètre de sécurité, ça protège pas juste les gens. J'ai vu un détail qui m'a surpris. Même les camions de pompiers, qui sont là en cas de problème, doivent se garer à au moins 30 mètres de la zone de tir. Je pensais qu'ils seraient collés dessus. C'est fou, hein? Ça te montre à quel point la planification inclut même la sécurité des secours. Le plan doit prévoir l'échec du plan. Si un mortier explose au sol, la dernière chose que tu veux, c'est que le camion de pompiers soit mis en service. Tout est placé stratégiquement pour éviter un effet domino. D'accord. Fait qu'un champ plat, pas de vent, c'est le scénario facile. Mais souvent, les plus beaux feux, c'est au-dessus de l'eau. Lancer des explosifs d'une plateforme qui flotte, ça doit rajouter de la complexité. Ah oui, pas juste un peu. Là, on entre dans les qualifications spécialisées. Le règlement sur les explosifs est très, très sévère. L'artificier doit avoir une mention spéciale sur son certificat. Ça s'appelle « mise à feu sur une plateforme flottante ». Tu peux pas juste décider de faire ça un bon matin. Mais la plateforme elle-même, c'est pas une simple palette de bois. Le manuel est d'une précision chirurgicale. J'ai lu que la flottaison doit être assurée par des pontons ou des multicoques pour la stabilité. Et un point qui m'a vraiment marqué, aucun moteur permis sur la barge.
Ben oui, et la raison est double. Premièrement, un moteur, ça veut dire du carburant, des vapeurs, un cocktail dangereux avec de la poudre. Et deuxièmement, un moteur, ça implique un pilote. Et la règle d'art, c'est que personne ne doit être sur cette plateforme pendant le spectacle. Personne. Le déclenchement se fait obligatoirement à distance. C'est une zone d'exclusion totale. Le manuel dit aussi que le pont doit être résistant au feu. On pourrait dire que c'est évident, mais... Oui, mais c'est pas juste pour les petites étincelles qui retombent, c'est pour le pire scénario. Le cauchemar, c'est une bombe qui explose dans son mortier, sur le pont, une détonation à la bouche. Si ton pont est en bois, il peut s'enflammer d'un coup, et là, ta barge remplie d'explosifs devient un immense brasier au milieu d'un lac. Ça n'a pas d'allure. C'est fou de penser à tous ces détails-là. On parle presque d'ingénierie navale. Le manuel va même jusqu'à spécifier la densité des mortiers sur le pont pour pas que ça bascule. C'est un niveau de détail incroyable. Chaque règle, elle est probablement écrite à cause d'un accident qui est arrivé quelque part, un jour. Un autre cas que les documents mentionnent, c'est la mise à feu depuis une semi-remorque, un flatbed. Est-ce que c'est aussi strict pour une barge? C'est un cas un peu différent. Le règlement exige aussi une compétence spéciale pour l'artificier, oui, mise à feu sur une plateforme. Par contre, les sources sont moins précises sur la construction de la remorque elle-même. L'accent est mis ailleurs. On part du principe qu'une remorque, c'est déjà une structure robuste et normée. L'enjeu, c'est plus comment l'opérateur l'utilise, comment il attache ses mortiers, comment il gère la stabilité. C'est la certification de l'artificier qui est la garantie, plus qu'une règle sur l'épaisseur du métal du camion. OK. Donc, si on résume, on a notre site, on a calculé nos distances, on a géré le vent, on a peut-être même une barge. On est prêt. Mais il manque une étape, j'imagine. La permission officielle. Exactement. L'étape administrative qui valide tout le travail technique. Tu peux rien faire sans le papier de ce qu'on appelle l'autorité compétente. Le plus souvent, c'est le service d'incendie de la ville. Et pour l'avoir, il faut monter un dossier assez solide. Et qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce dossier-là? Le manuel liste 4 choses. Le formulaire, bien sûr, une preuve d'assurance responsabilité d'au moins 1 million de dollars, l'autorisation écrite du propriétaire du terrain, et là, attention, c'est pas juste le propriétaire du terrain de lancement, c'est aussi les propriétaires de tous les terrains où des débris pourraient tomber. Ah, ça doit-tu être compliqué des fois? Faut aller cogner chez les voisins pour leur demander la permission que des bouts de carton tombent dans leur cour. C'est exactement ça. Et finalement, le document le plus important, le plan détaillé du site, signé par l'artificier surveillant. C'est vraiment la pièce maîtresse du dossier. C'est la preuve que tout a été pensé. Et ce plan-là, qu'est-ce qu'il doit montrer pour être accepté? Tout ce dont on a parlé. Il doit montrer où sont les mortiers, le périmètre de sécurité pour le public, la zone de retombée. Il doit aussi indiquer la direction du tir, où sont les bâtiments, les routes, les lignes électriques. C'est une cartographie complète du risque. L'autorité compétente doit regarder ça et se dire « OK, c'est sous contrôle ». Et en plus de ça, le manuel dit qu'il faut parfois d'autres avis. Avertir Transport Canada si t'es proche d'un aéroport, logique, mais en une autre, aviser la police locale, non pas pour la sécurité, mais à cause du bruit. Oui, et ça, c'est une nuance super importante. C'est une façon de reconnaître que l'impact d'un feu d'artifice, ça dépasse le danger physique. Il y a une dimension de nuisance et les autorités doivent être prêtes à répondre aux appels des citoyens qui se demandent ce qui se passe.